pour l'instant. On ne va pas pouvoir faire une présentation de tout le monde. Donc, il reste, je crois, Xavier. Je dis bonjour à Flora qui est arrivée, une de nos intervenants. Et Xavier, tu es là? Oui, bonjour à tous. Xavier Verza, j'habite à Montreuil, près de Paris, et je suis volontaire permanent d'ATD Quart Monde. Et je me suis intéressé à l'adaptation radicale comme une approche fondée sur les faits réels, en cherchant qu'est-ce qu'on fait de cette situation, de ces perspectives, en prenant soin de tout le monde. Merci. Et je pense que Daniel, tu ne t'es pas encore présenté, c'est à toi. Je ne me suis pas présenté, mais il doit y avoir encore dans l'équipe récente Georgette, si elle m'entend et si elle active son micro. Je pense qu'elle Oui, fait pas. oui, donc voilà, moi je suis, enfin ça fait un moment que je suis adaptation radicale, mais je participe aux discussions du groupe depuis 3 semaines, je crois, à peu près. Voilà, je suis devenue écolo collapso complètement depuis un peu plus de 3 ans. Je vis en région parisienne et je compte déménager en province prochainement. J'ai été admin de plusieurs groupes collapso voilà, ces dernières années. Et je me suis investie, j'ai organisé beaucoup de réunions en région parisienne. Voilà, je me suis beaucoup investie là-dedans. Ok, ben je pense qu'il ne reste que moi. Si on en oublie un, excusez-moi. Je ne sais plus et je ne vois pas tout le monde, alors c'est pas facile. On est 49 déjà. Claire, peut-être, vous laisse présenter. Moi, tu veux dire? Oui. Bon, bah, c'est gentil parce que je n'ai participé qu'à 2 ou 3 réunions. Mais tu étais là. Ouais, quand même, ces 2 derniers mois. Donc, bah, moi, je suis chercheur et je développe une méthode qui s'appelle la microphénoménologie qui permet d'étudier très, très finement l'expérience vécue. Et donc, j'essaie de faire des liens entre donc une, la description, enfin, l'accès à l'expérience vécue et plutôt les problèmes écologiques et le manque d'accès à l'expérience vécue. Donc, c'est une hypothèse comme quoi tous les problèmes qu'on rencontre sont en grande partie dus au fait qu'on n'a pas accès à notre propre expérience. Et donc, voilà, excusez-moi, j'ai un peu de mal à m'expliquer. Je participe au développement d'une méthode qui permet une description très, très fine et rigoureuse de tout type d'expérience vécue. Voilà, et donc, voilà. Merci. Merci. Alors, il y a des gens qui m'écrivent en privé, dont une personne dont je vois que le numéro. Je ne peux pas répondre. Je suis désolé. Bonjour à tous, mais ça ne marche pas. Enfin, je ne vais pas pouvoir suivre le chat en même temps qu'on anime. Je me présente. Donc, moi, je suis Daniel. Je m'intéresse à la collapso depuis que j'ai lu le livre de Pablo, juste à sa sortie ou même un petit peu avant, quelque part en Ardèche en 2015. J'étais pas loin de ça avant. On va introduire Loïc aussi, parce qu'il va avoir un rôle important. Une seconde, Loïc. Je finis pour moi et je te passe la parole. Donc, voilà, ça fait des années que je m'intéresse à la collapso. J'ai fait quelques conférences. Je vivais en Inde jusqu'à, comme le dit le dossier Drasil, jusqu'au Covid. On est rentré pour ne pas être bloqué en Inde. Et on ne peut plus rentrer en Inde. Donc, je vis en France, enfin en Europe, on va dire, en Allemagne maintenant. Je vous parle depuis Fribourg, en Brisgau, au sud de l'Allemagne, près de la Suisse. Et je suis écologiste de formation et j'avais monté un groupe Adaptation Radicale à Auroville avec des copains là-bas qui continuent à le faire et qui font très bien à leur échelle une petite communauté de 3000 personnes. Et je vais m'arrêter là et je passe la parole à Loïc. On présente juste, Loïc, pour te dire, on présente juste les gens de l'équipe qui se réunit tous les mercredis là, et tu es le dernier. Alors, Loïc Stéphane, donc je suis enseignant à l'université Champollion. J'arrive de la fac. Comme je rentre en vélo, c'est un peu plus long.
Je suis connu un peu parce que j'ai monté un groupe Facebook qui s'appelle, avec 4 amis, La Collapso Heureuse, et qui est un groupe qui travaille sur ces questions de collapsologie. J'ai écrit aussi un livre qui s'appelle N'ayez pas peur du collapse, et je tiens une rubrique dans Yggdrasil qui s'appelle La Collapso Heureuse. Et cette rubrique, en fait, on essaie d'étudier la voie intérieure. Et naturellement, la deep adaptation, c'est-à-dire l'adaptation, me paraissait être la continuation logique de la collapso, puisque la collapso, on fait un constat, et une fois qu'on a fait un constat, il faut s'adapter. Et Jean Bendel nous propose une adaptation, donc voilà. C'est pour ça que j'ai rejoint la team, et comme Daniel m'avait invité, que l'on se connaissait un peu, j'ai trouvé ça super sympa. Super. Et donc, aujourd'hui, nous sommes tous là pour parler de la sortie du livre Adaptation radicale, mais aussi pour accueillir Flora et Pablo Servigne, que je ne sais pas s'il est arrivé déjà ou pas. Et donc, peut-être de parler un petit peu de ce que c'est que l'adaptation radicale. Daniel, tu veux peut-être donner une petite présentation de qu'est-ce qu'on entend par l'adaptation radicale pour ceux qui ne connaissent pas encore? Alors, oui, mais je ne sais pas si on ne veut pas un peu attendre un peu plus. Et il y a Dorian dans ces 50 personnes qui sont là. Est-ce que Dorian, il m'entend et est-ce qu'il est en capacité d'allumer son micro maintenant? Du coup, tu pourrais te présenter. Je propose que vous ne me laissiez pas en vedette le temps de présenter les autres personnes. Là, Tu te vois en vedette? Tout à fait. Qui? Je ne sais pas. Oui. Ça a dû Alors, être, attends. Moi, j'ai fait des essais, excusez-moi. Je ne sais pas comment on fait pour l'enlever, par contre. Alors là, c'est Loïc. Attends, parce que moi, je repasse en mosaïque. Tu n'es plus en vedette, pour moi. Là, tu l'es? Là, c'est bon. Je pense que c'est la personne qui parle qui est en vedette. Non, mais alors, si vous voulez voir tout le monde, vous allez en haut à droite et vous cliquez sur mosaïque. En haut à droite de votre écran noir, là. Dorian ne semble pas m'entendre, par contre. Dorian, non. Bon, il aurait pu se présenter et nous parler. Il est en train de déménager. Juste dans le rôle... Oui, je ne sais pas s'il déménageait, mais il est en train de déménager. Juste dans le rôle technique, encore un peu, Emmanuel, on enregistre, on vous l'a dit, je pense. On enregistre. Oui, en fait, il faut répéter jusqu'à 19h. Je pense qu'il faut répéter sans arrêt tout, puisqu'il y en a la moitié qui sont arrivés après qu'on ait parlé. Donc, on enregistre la vidéo. On se sert du chat pour poser des questions. Principalement, donc, pendant la première partie, ça va être des questions à Flora et à Pablo. On ne peut pas discuter tous sur le chat, et pour ceux qui nous écrivent en privé, en tout cas pour les animateurs, moi et Emmanuel, on est assez paumés pour ne pas pouvoir en plus répondre en privé à vous tous. Donc je vois des messages, j'ai à peine le temps de les regarder et je ne peux pas y pianoter en plus dessus. Voilà. Je crois qu'on est bon et tout le monde est invité à garder son micro muet, puisqu'en fait on va poser les questions par écrit. Et il y a Loïc Stéphane qui a la lourde responsabilité et immense honneur de nous faire les tris des questions, les synthèses éventuelles et de nous poser les questions, en fait, de les remettre ou de les mettre en avant quand on va les faire. Julien. Ouais, et donc moi, je fais le rattrapage technique. S'il y a des soucis, des trucs, vous pouvez me contacter et voir un peu débloquer des situations. Parce qu'on va, voilà, on risque de se retrouver une centaine de personnes, peut-être plus, en cours de route. Donc, voyez avec moi si à un moment ça déconne, si on arrive à y faire quelque chose. Donc, voyez avec toi, ça veut dire faire te contacter vous pouvez en me privé contacter sur en le privé. chat. Sur le chat, en privé, vous pouvez me contacter. Mais que pour les questions techniques. Et donc, cette vidéo cet enregistrement sera diffusé ensuite et après un montage très certainement, donc peut-être pas ce soir, mais dans quelques jours. D'autre part… à partir du site Facebook, à partir de quoi, Julien?
En fait, il y aura sans doute plusieurs publications. Il y en aura une sur le blog de Jem Bendel, il y en aura une sur le groupe Facebook, et puis sans doute on fera une vidéo YouTube. Donc de toute façon, on pourra y aller même si on n'est pas sur Facebook. Et je le mettrai sur le Peertube des communs en plus. Donc il y aura plusieurs canaux d'accès. Et puis, je suppose que tu enverras un mail à tous ceux qui se sont inscrits. Oui, bien sûr. Vous Comme on a aurez... les coordonnées de tout le Oui. monde, même les gens qui ne sont pas venus, tout ça, mais qui ont manifesté un intérêt, on pourra les rattraper et leur envoyer ensuite. Alors, attendez, je vérifie un truc. Ah, c'est pas Et mal, alors, ça, quand même. d'autre part, il y a une autre vidéo dont on voulait vous parler, qui est une vidéo qui a été tournée par Jem Bendel lui-même et qui a été envoyée ce matin. Il y a pour l'instant, elle est en anglais, il y a pour l'instant pas de sous-titres, hormis les sous-titres de YouTube qui sont automatiques. Donc, c'est pas forcément des sous-titres parfaits. Mais Julien va mettre le lien dans le chat, je crois, pour pouvoir vous permettre d'aller la voir. Dans quelques jours, les sous-titres seront mis et vous pourrez la voir avec les sous-titres pour ceux qui ne sont pas anglophones. Et c'est une vidéo qui s'adressait au groupe de ce soir. Malheureusement, il n'y a pas eu le temps de faire tout ça dans la matinée. Donc, en fait, il a fait, ouais, je crois qu'il a voilà. Enregistré la vidéo hier lui-même. Voilà, donc elle est très intéressante et on vous invite à aller la regarder. Julien vient de la mettre dans le chat. Donc, pour ceux qui ne sont pas anglophones, attendez peut-être un jour ou deux que les sous-titres soient mis par notre ingénieur Julien qui sait faire tout ça de façon Alors, faites attention, extraordinaire. il y a des micros qui commencent à traîner ouverts. Non, je me trompe. Non, c'est des voix que j'ai entendues, mais il n'y a pas de micro ouvert. Donc là, je vous ai mis 2 liens. Donc il y a le premier lien, c'est la vidéo YouTube. Le deuxième lien, c'est la version texte que Jem Bendel vient de faire en article de blog. Ah oui. Mais on vous invite à aller voir ça. Après, c'est quand même un texte et une vidéo qu'il a fait pour le lancement du bouquin. Donc, c'est pas nécessaire de le lire ou de l'entendre pour la réunion de ce soir, quoi. Enfin, c'est la vision que j'en ai eue en l'écoutant cet après-midi. Julien, je ne sais pas si ça te va. D'autre part, le livre est déjà en librairie. Apparemment, Marco nous a montré un exemplaire, donc qui vient juste de sortir. Ah oui. Voilà. Bravo. Ah, ça, c'est la tête de Dorian. Dorian, il nous reste justement 10 minutes. Est-ce que tu veux te présenter ? Et si tu veux en rajouter un petit peu, tu peux faire une présentation très rapide de ce qu'est pour toi l'adaptation radicale, parce que je me rappelle que tu avais fait ça il y a longtemps. Mais sinon, on va le faire, comme tu veux. Merci Daniel. Bonjour à tous. Alors, je fais partie de l'équipe qui travaille le plus activement au sein du forum d'adaptation radicale, la Core Team. Je m'occupe en particulier du Professions Network, qui est un espace dédié aux considérations de collapsologie et d'adaptation radicale dans le contexte de différentes professions et champs d'activité. Je pense que pour la présentation de l'adaptation radicale, c'est en général, je me cantonne, parce que ça peut être quelque chose d'assez vaste, mais je préfère dire que c'est ce qui s'articule autour des 4 R. Donc la résilience, le renoncement, la régénération et la réconciliation, tout en ajoutant aussi cette attention soutenue envers, disons, s'empêcher ou en tout cas essayer de limiter cette tendance qu'on a tous naturellement à considérer qu'autrui est séparé de soi-même et donc dire par exemple moi j'ai raison, eux ils ont tort, ils sont dans le mauvais camp. En fait, pour moi l'adaptation radicale est fondamentalement une invitation en fait à vraiment tous se considérer comme étant dans le même bateau. Même si évidemment, après il y a des nuances selon les
ils ont des contextes géographiques, socio-économiques, raciaux, culturels dans lesquels on s'inscrit chacun. Et donc, la difficulté vient de réussir à tous se considérer comme un tout sur cette planète, tout en poursuivant des questions de justice climatique et autres. Voilà. Donc, ça, c'est la petite présentation, micro-présentation de l'adaptation radicale que je ferai, Daniel. Mais, super, mais c'est bien. Merci. Moi, je voulais juste rajouter une chose, mais qui en fait va au début. Alors, j'imagine qu'il y a des gens qui n'ont pas lu forcément encore le bouquin en français, ni l'article qui est traduit en français, lui, depuis très longtemps, l'article séminal de Jem Bendel au départ. Je vais botcher le titre en français si je le fais en français, mais c'est l'adaptation radicale, une espèce de carte pour naviguer la tragédie climatique. Je l'ai botché, c'est pas grave. Mais un fondamental au départ, c'est quand même que cette façon de voir les choses prend en gros pour acquis dès le départ, et je pense que c'est important d'en parler là, ici, tout de suite, maintenant, la probabilité, alors on discute de si elle est complète, partielle, probable, un peu beaucoup passionnément, mais la probabilité d'un effondrement sociétal à court terme. Donc, ce n'est pas le lieu ici, je pense, qu'on peut dire ça clairement, et je parle sous le contrôle de tous mes collaborateurs, ce n'est pas le lieu pour discuter de oui, mais si on se remonte les manches tous demain matin, est-ce qu'on peut éviter l'effondrement? C'est le parti pris aussi du site de la page Facebook Positive Deep Adaptation, qui est la page principale. Je pense que c'est rappelé sur le forum aussi. Que c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait et de quoi on discute et comment on se parle, etc., une fois qu'on a admis cette possibilité, au moins comme une possibilité assez importante pour qu'il faille en parler. Voilà, donc c'est intéressant de rappeler à tous que s'il y a des questions sur l'effondrement, sur la technologie, sur le climat, je ne pense pas que ça sera celles qui vont être favorisées dans la discussion, parce qu'on n'a qu'une heure et qu'on est déjà 52. Voilà, et qu'il nous reste 5 minutes avant de commencer. Du coup, Flora, je voulais te dire, on ne te fait pas patienter par sadisme, on attend juste 19h pour que tous les gens qui arrivent à l'heure puissent voir ta présentation aussi. Et par ailleurs, on n'a toujours pas Pablo, je crois. J'avais juste envie d'être une petite souris et de voir les gens avant d'arriver à 19h. Super. Alors, du coup, Julien, il a même disparu de la vidéo. Je vais recommencer à faire un rappel, peut-être Emmanuel, où tu veux le faire, je sais pas. Oui, je vais faire un rappel. Donc, pour tous ceux qui nous rejoignent ce soir, qui n'ont pas entendu les premières annonces, nous sommes donc dans l'attente de 19h avant de commencer la présentation que nous attendons avec Pablo Servigne et puis Flora Claudic sur notamment l'adaptation radicale et le livre qui vient de sortir de Jem Bendel. Et dans les éléments techniques, nous vous demandons de couper votre micro parce qu'on est nombreux et donc on ne peut pas avoir trop de bruit de fond. Et puis d'utiliser le chat uniquement pour des questions qui vont être triées et sélectionnées par Loïc parce que la conversation va se passer avec les intervenants. Donc le chat est vraiment pour des questions que vous voulez leur poser. Et puis, d'autre part, l'enregistrement est en cours de la session ce soir. Donc, il y aura un enregistrement qui sera disponible. Vous recevrez un lien par l'email. On a votre email. Et puis, il sera disponible aussi sur Facebook, sur YouTube, avec la vidéo qui sera sans doute un peu montée pour par rapport à ce soir. Et il y a une autre vidéo qu'on vous invite à regarder, c'est celle qui a été enregistrée par Jem Bendel, qui est sur YouTube. Elle est dans le lien est dans le chat et pour l'instant, elle est en anglais avec les sous-titres automatiques de YouTube, mais très prochainement, il va y avoir d'autres sous-titres qui vont être ajoutés. Voilà.
Et d'autre part, si vous avez des questions, déjà, vous pouvez commencer à les mettre dans le chat pour qu'on commence à déjà les lister. Certains d'entre vous ont sans doute lu les livres de Pablo Servigne et puis connaissent peut-être déjà l'article adaptation radicale. Vous avez peut-être déjà vos questions, donc commencez à les mettre dans le chat, qu'on puisse déjà voir un peu apparaître les sujets qui vous préoccupent. Voilà. Est-ce que tu veux ajouter autre chose, Ben non, Daniel ? on est bien. Je crois qu'on va commencer dans... Il nous reste 3 minutes. On était tous très en avance. On espère que le temps d'attente n'a pas été inutile. On a fait une petite présentation de l'équipe pendant que les gens arrivaient. Donc, il y a quelques arrivées précoces qui ont entendu la présentation de toute l'équipe et les moins précoces qui n'en ont entendu qu'une partie ou rien du tout. La réunion va être animée par Emmanuel et moi. Et on a une petite équipe, on est quoi, une petite dizaine, 8 ou 10 à s'être présentés. C'est des gens qui se retrouvent régulièrement sur un canal un peu comme ça pour discuter le mercredi après-midi d'adaptation radicale entre la France, le Québec. Moi, je suis en Allemagne en ce moment, donc on a rajouté un pays, mais pas vraiment germanophone. Et Daniel, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'article adaptation radicale, ce serait peut-être bien de faire un petit rappel sur l'origine. Donc cet article est sorti, écrit par Jem Bandel bien avant le livre, il y a 2-3 ans, je sais même pas la date exacte, mais 2018, et il a été téléchargé des millions de fois, je crois. Presque 1 million de fois. 1 million de fois. J'exagère, pardon. Mes désirs pour des réalités. Donc, il a provoqué un très gros remous, disons, dans les milieux académiques et scientifiques. Et cet article a donné lieu à la création d'un forum anglophone essentiellement. Et peut-être peux-tu présenter un petit peu qui est Jem Bandel rapidement ? Oui, parce qu'effectivement, lui, il ne va pas avoir l'occasion de se présenter. Alors, j'espère que... Ah, je vois Pablo qui vient d'arriver. Salut, Pablo. Alors, on présente Jem Bandel. Allez, à tout seigneur, tout honneur. Rapidos, parce que je ne suis pas super familier avec Jem Bandel. On a échangé un tout petit peu récemment. Donc, il est chercheur en Leadership for Sustainability à l'université de Cumbria. Développement durable, on pourrait dire. Développement durable, oui. Pardon. Pas très bon pour les traductions en live direct. Et il a écrit cet article en 2018 après avoir passé par un processus de questionnement interne, je dirais pour le dire vite, sur est-ce que ça fait sens de continuer à parler de développement durable, de durabilité par rapport aux données actuelles sur le changement climatique et sur d'autres aspects sociétaux. Est-ce qu'on peut continuer comme ça, quoi ? Et sa réponse après une recherche a été clairement non. Donc, il a écrit un article qui disait qu'en gros, on ne peut pas continuer comme ça. Et l'article a lancé ce mouvement en disant comment peut-on continuer et quelles sont les questions à se poser, comment on engage une conversation sur la réalité actuelle et ce qu'on peut en faire. C'est un résumé vraiment à la hache. Je suis content que Jem Bandel ne soit pas là pour m'entendre. Et peut-être on peut introduire Pablo. C'est un peu rapide et que je n'avais pas prévu ça. Et maintenant, il y a Pablo et Flora. On va commencer par Flora. Il est 19h01. Bienvenue à tout le monde. Je fais juste le dernier rappel technique. Coupez vos micros, les questions sur le chat. Et on ne va pas pouvoir tous parler. On est déjà 55 et ça continue à se rajouter petit à petit. Salut Pablo, salut Flora. Et vous voulez que je vous présente rapidos ? C'était ce qu'on avait prévu. Flora, je te connais par interview. On s'est rencontrés en visioconf. On ne s'est jamais rencontrés en vrai. Tu as travaillé pour Yggdrasil pendant un moment. Tu continues à y travailler de temps en temps. Tu fais de la permaculture. Je crois que tu es en formation à l'heure actuelle. Oui, non, je ne sais plus. Si. Tu n'as pas ton micro. Oui.
Si, ça y est, je suis en cours de design en permaculture. Là, on anime ça avec mon compagnon. Du coup, C'est j'ai ça, dans réussi le à me libérer sud. à temps pour… Voilà. Merci beaucoup. Et bien, du coup, je te laisse continuer à te présenter. Et puis Oui, après, on présentera Pablo. merci Daniel. Oui, je vais faire court. Effectivement, j'ai accompagné, j'ai aidé Yggdrasil à lancer sa campagne et puis ses premiers numéros. Et là, j'ai le bonheur de faire ce dossier avec Pablo sur l'adaptation radicale dans le numéro qui vient de sortir. Je suis journaliste indépendante et une de mes spécialités, c'est effectivement d'accompagner des porteurs de projets comme Yggdrasil dans leur campagne de financement. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée embarquée dans l'aventure d'Yggdrasil. Et depuis 1 an et demi, je vis dans une ferme en permaculture du Cantal et j'aide mon compagnon effectivement à faire des stages puisque lui est formateur sur les sujets de permaculture, d'agroécologie et d'autonomie. Donc, je me sens concernée par les questions d'adaptation radicale à la fois en tant que personne entière, en tant que femme qui m'intéresse à ces questions d'effondrement et de résilience depuis un moment, et aussi là, en tant que journaliste, et c'est parce que je connais assez bien Julien Lecaille, dont on parlera tout à l'heure, parce qu'effectivement, il y a plusieurs interviews de membres de l'équipe dans le dossier. Et moi, ça fait partie des choses voilà, dont j'ai envie de parler avec vous ce soir. C'est surtout finalement aussi parler de vous et de ce que vous faites. Voilà, donc disons qu'aujourd'hui, mon activité est multiple, que je suis aussi en train de me former pour cultiver des plantes aromatiques et médicinales. Donc, je suis moi aussi pétrie de tous ces questionnements dont on a parlé aussi dans les présentations. Et je suis ravie d'être là, mais aussi surtout pour parler de ce que vous faites aussi pour promouvoir et faire connaître l'adaptation radicale. Super, merci. Je joue encore avec les micros. J'introduis rapidement Pablo. Moi, je te connais depuis 2014, un truc comme ça. Bonjour Pablo. Salut Daniel, salut à toutes et à tous. Salut. On s'est rencontrés en Ardèche. On avait des liens avant parce que on travaillait avec des copains qui s'appellent Raphaël Stevens et Gauthier Chapelle, mais séparément. On ne se connaissait pas avec Pablo. Donc voilà, moi j'ai découvert Pablo en même temps que son bouquin, en gros, ou un tout petit peu avant, en faisant un peu des discussions sur l'agroécologie, etc., dans le petit village où on était. Et je te laisse continuer. Merci. Ouais, en fait, c'est tout simple. C'était à cette époque, 2013, 2014, 2015, quand on a migré en Ardèche et je t'ai connu. C'est là qu'on écrivait. On était dans le bouillonnement de nos articles qu'on découvrait sur la collapsologie. On a fait cette synthèse. 2015-2018, il y a eu un démarrage pas mal de la collapsologie en France. Donc, on a mis un mot sur quelque chose qui appartenait, un savoir qui appartenait aux scientifiques, qui parlaient d'effondrement, et aux survivalistes. C'était très cloisonné. Et du coup, ce qu'on a fait avec notre travail, c'est d'ouvrir un peu à l'ensemble, enfin, une grande partie de la population, ces questions de risques systémiques, etc., ce qu'on appelait la collapsologie. Et puis, en fait, il y a eu un déclic en 2018, peut-être j'en parlerai un peu après, qui fait que c'est devenu hyper mainstream. Le déclic, ça a été la démission de Nicolas Hulot là, en août, avec plein d'autres choses, hein, mais je fais vite. Et du coup, cette année 2018, ça a marqué aussi le début d'Extinction Rebellion, enfin en Angleterre, outre-Manche, et même ici en France. C'était le début des Gilets jaunes en France. Et on a vu arriver, alors j'ai une amie anglaise, Azul Valérie Thomé, que j'ai interviewée dans Yggdrasil numéro 5, qui m'a dit Pablo, dès 2018, je viens de rencontrer Jem Bendel, tu dois absolument voir ce qu'il fait, ses vidéos. Il a écrit un article scientifique incroyable. Alors, j'ai lu, et puis effectivement, c'était incroyable. J'ai dit, enfin, la collapsologie se réveille outre-Manche. Et alors, et depuis, c'était une fusée, une comète. En 2 ans, ils ont fait beaucoup de choses. En parallèle d'XR, donc ça m'a passionné. J'ai voulu absolument, enfin j'ai vu qu'il y avait déjà une communauté en France avec donc Julien Lecaille, avec toi Daniel, avec Flora, enfin avec plein d'autres gens, et j'avais pas le temps de m'investir à fond, mais je voulais absolument
comment dire, poussé pour que ça soit plus connu. Donc, j'ai poussé pour que ça soit traduit et publié au Lien qui libère. Ce que j'ai fait cet été, donc en poussant avec une postface, en essayant de convaincre un éditeur. Et puis voilà, donc c'était juste pour apporter mon grain de sel à ce formidable travail que vous faites déjà, la communauté Deep Adaptation français et ce que font les Anglais, quoi. En quelque sorte, une sœur jumelle, Deep Adaptation, c'est une adaptation radicale, enfin, je vais devoir m'y faire en français, une sœur jumelle de la collapsologie, mais sans le mot collapsologie. Voilà, merci. Ok, je reprends juste la parole une seconde, Emmanuel, après je te la laisse. Point technique, Loïc Stéphane attend vos questions sur le chat. Là, je viens de recevoir une question en privé. Moi, je ne peux pas m'occuper des questions, sinon je n'arrive pas à suivre. Donc, faut les poser sur le chat, en public, à tout le monde. Il a d'ailleurs fait un message à tout le monde. Voilà, Loïc Stéphane, j'attends vos questions. Merci. Emmanuel, tu voulais dire un mot? D'abord, on est très heureux de vous avoir et peut-être que si on n'a pas encore de questions, on peut démarrer peut-être sur une question générale. La différence ou les points communs, les divergences entre la collapsologie et l'adaptation radicale, on vient de parler sœurs jumelles, mais est-ce qu'on peut aller un peu plus loin? Je ne sais pas si Pablo veut répondre. On peut, ouais, rapidement. C'est dans les similitudes, je dirais qu'il y a cette volonté de s'enraciner dans la science, donc dans les publications scientifiques, comment dire, à comité de lecture, enfin de haut niveau mondialement, comment dire, de sciences de niveau international. Et ça, c'est la première démarche, c'est la porte d'entrée. Mais avec Jem, on voit bien qu'il est ancré dans le monde académique, qu'il a fait une synthèse scientifique. Et en fait, on voit bien aussi dans les convergences que ce choc scientifique provoque plein d'affects que lui a commencé à traiter, comme nous aussi. Donc, il parle de spiritualité, il parle d'émotion, il parle voilà, de ce qu'on a appelé plus tard la collapsosophie, la sagesse pour aborder ces thèmes. Et il a, dans les parallèles aussi, il a les mêmes critiques que nous, c'est-à-dire que les gens qui n'y croient pas, qui ne veulent pas y croire, donc il y a 80-90% des critiques, c'est soit des malentendus, soit des procès d'intention. On est une pseudo-science, vous êtes défaitiste, etc. Et donc, c'est pour ça que j'ai bien aimé comment Jem répondait aux critiques, parce que moi, je ne réponds pas aux critiques. Et du coup, lui, il y a répondu patiemment. C'était remarquable, donc c'est pour ça que j'ai vraiment insisté pour que ça soit traduit en français. Et finalement, on est dans les mêmes réponses. Alors, dans les différences, qu'est-ce que je vois dans les différences? C'est que lui, il a insisté sur le climat. Il est vraiment parti de l'étincelle climat. C'est ça qu'il a... Il a fait une synthèse climat 2018, enfin 2017 plutôt, et il a publié en 2018. Nous, on avait fait une synthèse de toutes les disciplines scientifiques en 2014-2015. Bon, là, on a mis à jour, mais ça lui a suffi le climat, c'est-à-dire que c'est déjà foutu, fin du monde. On peut déjà dire qu'il y a un côté fin du monde rien qu'avec le climat. Donc, il s'est dit, il n'y a pas besoin de creuser le reste. Voilà, les geeks le feront, ce que nous, on a fait, mais moi, je vais déjà au-delà, c'est-à-dire comment on fait émotionnellement et comment on passe à l'action. Et ça, c'est une des autres grandes différences avec nous, c'est que lui, il est directement allé dans la collapsosophie, mais aussi la collapsopraxis, dans comment on fait pour s'organiser, pour agir, ce qui était prévu pour nous, parce qu'on voulait publier 3 tomes dès le début, collapsologie, logos, la tête, collapsosophie, le cœur, et collapsopraxis, les mains, pour retrouver le triptyque de Deleuze, concept, affect, percept. Et sauf que là, ça tarde, ce tome 3, et voilà, et lui, il a tout fait d'un coup en 2 ans. Qu'est-ce qu'il y a comme autre différence? Est-ce que Yggdrasil, c'est pas un peu ce tome 3 aussi, quand même?
Alors, Yggdrasil, c'est un peu différent. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Yggdrasil, c'est la revue, le magazine trimestriel papier qu'on a fait. Flora qui l'a aussi. Ouais, pour le seul magazine qui traite de la fin du monde, mais avec un point de vue à la fois positif et négatif, enfin, comment dire, pessimiste, optimiste ou joyeux, déprimant, peu importe. On voulait garder un pied dans l'obscurité, un pied dans la lumière. Et tu as raison de souligner, Daniel, c'est que il y a à la fois de la tête, un peu de réflexion, il y a à la fois de quelque chose de l'ordre de l'émotion, des récits, du spirituel et tout, et puis ce qu'on appelait la voix intérieure, et puis il y a aussi de la pratique. Il y a des choses, comment on fait pour s'organiser, et c'est pas juste survivaliste dans le sens les conditions, comment dire, de l'autonomie, comment survivre physiquement, c'est aussi politiquement, quoi, la question collective. Donc là, c'est une amorce, Yggdrasil, c'est un peu tout ça. C'est un gloubi-boulga, c'est une sorte comment dire, de bouillon de culture, vraiment, pour montrer que ce mouvement, c'est vraiment un mouvement, est très hétérogène, il est multicolore, etc. Et ce qui est remarquable, et je termine là, c'est que sans le mot collapsologie, dans les autres pays, ils ont aussi, c'est en train d'apparaître, quoi. C'est pas juste le mot collapsologie qui a permis à ce mouvement d'émerger. C'est-à-dire que dans d'autres pays, il y a Deep Adaptation, mais il y a, quand on entend Greta Thunberg, quand on entend Antonio Guterres à l'ONU, quand on voit les feux en Australie, en Amazonie, etc., il y a des accents de fin du monde partout. Voilà, c'est pas juste à cause de la collapsologie, c'est international. Merci. Je voulais passer la parole à Flora qui d'ailleurs voulait la prendre, donc tout va bien. Ouais, je voulais juste compléter un peu ce que disait Pablo, à la fois sur Yggdrasil et à la fois sur l'approche de l'adaptation radicale. Et je trouve que finalement, le dossier qu'on a fait dans le dernier Yggdrasil, il illustre assez bien ça, dans les différents angles qu'on a choisis, dans les personnalités aussi qu'on a mises en valeur à travers à la fois l'interview de Jem, qui revient assez longuement sur l'origine, sur ses développements et tout ça, mais aussi avec les 3 interviews complémentaires aussi du mouvement francophone en plein développement, où on a Daniel qui nous parle de son expérience à Euroville et de ce qu'il sait aussi d'autres expériences en cours, notamment en Écosse, de Julien qui là pour le coup revient sur des dimensions plus comment dire, politique sur la question des communs, sur la question voilà, des évolutions à venir aussi dans cet effondrement qui vient. Et puis Charline qui, pour le coup, m'a parlé aussi de la façon dont l'adaptation radicale était une des clés, un des outils qu'elle mobilisait pour accompagner les personnes qui justement viennent à elle et qui ont lu souvent les livres de Pablo et ses co-auteurs et qui justement ont besoin, une fois les faits regardés en face, de justement trouver des outils, y compris très pratiques, pour traverser ça. Donc voilà, je trouvais que finalement, la façon dont on a construit le dossier au fil du temps ressemble assez bien à ce que Pablo a décrit de l'approche de l'adaptation radicale. Et je trouve que ça reflète ça, y compris la manière dont le mouvement, justement, dont on parle, c'est aussi structuré au-delà de Jem, tout en restant proche, évidemment, de ce qu'il dit et de ce qu'il fait, mais aussi en se colorant des particularités de ceux qui le portent auprès de lui. Merci. Je vois une question qui arrive. Où peut-on trouver ce magazine? Je crois qu'elle est importante. Ouais, ça y est, tout le monde a répondu. Ah. En kiosque, sur abonnement, dans les bonnes librairies, dans les bons kiosques et sur le site, répond Pablo. Moi, je voulais juste vous laisser le temps, Flora et Pablo, mais Emmanuel, tu dis aussi ce que tu en penses. Si vous vouliez, vous, mettre en avant d'abord maintenant quelque chose en rapport avec ce dont on est en train de discuter, quelque chose que vous vouliez dire,
vous en avez déjà dit une partie, mais on n'est pas obligé d'être, disons, sous la dictature des questions, surtout qu'il n'y en a pas encore énormément. On en a quelques-unes encore. Si, j'en ai Juste, Mais Daniel, allez-y, Pablo, j'ai puis aperçu Charline, mais est-ce que Julien est là? Yes, Julien est là, ouais. Daniel est là, tout le monde est là. Ah, Tout le super, monde est mais là à je les peu vois pas. près. Julien, il n'a pas sa vidéo, il s'est marqué juste Julien Lecaille, Lille. Il fait la gestion technique, Julien, de tout ça. C'est grâce à lui que tout marche. Ouais, Il admet encore des gens. Le voilà. je suis en train de naviguer entre mes fenêtres, donc voilà, je préférais être tranquille et pas me soucier de ce qu'on voyait sur la caméra, mais je suis là. Moi, Et j'avais bien envie d'ajouter Vas-y, ouais. une chose aussi avant que peut-être Pablo complète. Moi, ce qui m'a marqué et ce qui me marque encore et ce qui me donne envie probablement de revenir à des réunions prochainement de votre petit groupe ou d'un groupe élargi, c'est aussi que c'est un mouvement qui articule, qui n'est pas dogmatique et qui articule des pensées, des courants, des initiatives qui sont déjà existantes et juste qui donnent pour moi vraiment du grain à moudre et qui permet, je pense, du coup, de faire la jonction entre des communautés, entre des réseaux qui sont déjà existants. J'ai blagué un peu en reprenant le visuel avec les Amish en disant, voilà, demain, je serai avec des écolos, Amish, transitionneurs, collapsos, et je ne sais pas comment on pourrait les adaptants radicaux. Mais pour moi, il y a vraiment cette notion d'articulation que je trouve riche et qui fait qu'effectivement, je pense que la visio de ce soir est assez représentative de ça aussi. Il y a voilà, un mélange, une intrication entre des sensibilités différentes et qui finalement trouvent, avec l'adaptation radicale comme avec d'autres, des terrains communs où se parler, quoi. Il y a Pablo qui pose. Non, toi, tu n'as pas le droit de poser des questions, Pablo. Hein. Ça ne marche pas comme ça. C'est nous qui posons les questions. J'ai été Non, je démasqué. rigole. Eh bien oui, c'est affiché ton nom. Est-ce que les membres d'Adaptation Radicale se rencontrent-ils en vrai ou seulement sur Zoom? Pour l'instant, seulement sur Zoom, à ma connaissance, à moi. Emmanuel. Alors oui, je pense que c'est une bonne idée déjà que si vous voulez, Pablo, Flora, dire des choses avant qu'on se lance dans les questions, on commence par ça d'abord. Mais du coup, Pablo, ouais, tu pouvais y aller si tu voulais étendre un peu. Sinon, on a des questions. Sinon, on a une liste de questions, sinon. Mais on tu veux parler va de... Vas-y, non, vas-y. On va pas écouter Charline et Julien, un petit peu quand même? Si. On peut. Quand même, hein. C'était pas prévu, mais on peut. Charline. Ah, si, moi j'aimerais bien aller. Moi, je voulais juste présenter le bouquin, il est trop beau. Ah, il a déjà été présenté, ouais. Ok. Mais il est bien sorti, que tu le donc. représentes. Ok, super. Ah ouais. Alors, moi, j'avais prévu qu'on entende aussi Daniel, hein, d'ailleurs. Bah oui, mais moi, on m'entend tout le temps déjà. Alors. Charline, peut-être alors. Oui, bah, écoutez, moi je... Au débeauté, sans prévenir. Effectivement, comme l'a écrit Flora dans l'article, l'adaptation radicale, c'est vraiment un peu comme une espèce de boîte à outils, en fait. Par rapport à... Moi, je reçois des gens, en fait, qui arrivent à mon cabinet assez... parce qu'ils ont lu soit les bouquins effectivement de Pablo sur comment tout peut s'effondrer, ou alors soit ils ont regardé une vidéo de Cyril Dion où ils rentrent par le biais de la collapsologie ou autre et ils arrivent assez effondrés par ces différentes thématiques. Donc c'est vrai que l'approche de Jem Bendel d'aller vraiment regarder toute la dimension émotionnelle et vraiment d'aller traverser toutes ces différentes phases qui sont assez proche des phases du deuil, c'est vraiment intéressant. Et surtout de se dire que on ne reste pas coincé dans le désespoir, en fait. Même s'il y a du désespoir, il y a forcément quelque chose d'autre après, quoi. Donc, voilà, c'est vraiment ce que je trouve très riche, c'est toute la dimension d'accueil des émotions et qui
qui est absolument essentiel aujourd'hui pour pouvoir se préparer aussi à tout ce qui peut advenir. Et je suis absolument convaincue que toute la dimension préparation psychologique à ce qui peut arriver, peu importe quelle date, comment, c'est extrêmement important. Et on me dit souvent pourquoi j'envie les gens qui sont dans le déni, au moins eux, ils vont mieux. Je pense que c'est extrêmement important de pouvoir se préparer émotionnellement et psychologiquement à tout ce qui peut arriver, de manière à... Alors, ça n'empêchera pas la dimension traumatique, mais ça fera que les personnes pourront s'appuyer sur peut-être plus de sécurité intérieure. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel je travaille. Effectivement, on est dans un monde où il faut apprendre, c'est Edgar Morin qui dit ça, à naviguer dans un flot d'incertitude aujourd'hui, c'est ça, la notion d'incertitude devient la règle. Mais comment est-ce que dans un univers qui est en train de complètement s'effondrer à l'extérieur, qu'est-ce qui peut rester solide dedans? Voilà, c'est vraiment cette notion de sécurité intérieure qui est vraiment très, très importante. Et voilà, Merci de montrer mon joli. Ouais. Charline, moi j'avais une question complémentaire et qui boucle avec un peu ce qu'on s'est dit au début. Moi j'aurais voulu ton avis aussi sur justement la façon dont la France est quand même un contexte culturel assez particulier où on n'est pas hyper outillé. On n'est pas hyper outillé pour justement traiter ces questions. Et c'est aussi ce qu'on se disait quand on s'en est parlé. Que l'adaptation radicale pour toi, c'est inspirant, mais c'est encore une fois des outils qui viennent du monde anglo-saxon. Et du coup, j'aurais voulu savoir un peu ce que tu pouvais nous dire de la façon dont ça se structure en France, cette question, de tes projets aussi, de fédérer avec d'autres les psys, les thérapeutes, pour faire court, qui accompagnent des personnes justement qui découvrent la collapsologie ou ces questions d'effondrement. Du coup, à la fois cette dimension culturelle propre au contexte français et en même temps, où vous en êtes de ces idées de structurer et d'outiller les professionnels qui voient de plus en plus de patients qui sont un peu sidérés ou sous le choc et qui ont besoin d'accompagnement. Et le méchant animateur se doit de rappeler qu'il est 19h24 et qu'il faut faire des réponses un peu courtes. Désolé. Vas-y. Je vais aller assez rapidement sur la dimension. En fait, effectivement, il y a beaucoup il y a différents mouvements, tout ce qui est travail qui relie, tout ce qui est adaptation radicale, mais pas forcément il n'y a pas forcément de synergie en France, effectivement, par rapport à tout ça. Et moi, je me suis retrouvée là en juillet l'année dernière un peu me sentir assez seule par rapport à ces questions-là. Et finalement, on a réussi à structurer une petite alliance qui est en train de se mettre en place en France et aussi avec la Belgique et la Suisse pour essayer de faire une alliance francophone. Et l'idée, c'est vraiment on fait une réunion mensuelle avec des thèmes de travail entre thérapeutes une fois par mois et de manière à pouvoir constituer aussi un annuaire pour que les gens qui ont vraiment besoin d'aller parler à des thérapeutes qui sont en capacité d'entendre ces questions-là puissent trouver quelqu'un là où ils sont, en fait. Parce que c'est vrai que moi, je fais des consultations par Skype, mais c'est pas pareil que d'avoir un espace où on peut vraiment être entendu et soutenu par rapport à ces questions. Donc, c'est un petit groupe qui existe depuis le mois de mars, qui est en constitution, et l'Alliance francophone, je pense, va fonctionner avec les deux autres pays, Belgique et Suisse. Et puis, je rajouterais juste qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui font de la facilitation dans plein de domaines, dont l'éco-dialogue, qui facilitent, forment des facilitateurs. Moi, j'en forme aussi pour pouvoir aider à former des cercles de parole, pas forcément dans la thérapie, mais aussi juste dans le dialogue. Donc, il y a des choses qui se passent en France, il y en a beaucoup. On va peut-être passer à d'autres questions. Daniel, tu voulais reprendre une autre? Oui, parce qu'en plus, il y a
des gens qui m'écrivent encore en privé. J'ai du mal à gérer ça. Il y a Pablo qui met n'importe quoi sur le chat. Merci, ça garde l'humour. Bon, c'est passé. Il y avait Tu voulais questions... répondre sur Johanna Messi et les enfants, Pablo? Excuse-moi, Emmanuel, parce qu'il m'a demandé tout à l'heure. Ou tu as répondu à l'écrit? J'ai un peu à l'écrit, mais très rapidement, c'est que Johanna Messi, elle est aussi... Enfin, Jem la connaît et ils ont fait une vidéo, donc Flora a mis le lien. Incroyable. Une vidéo de dialogue entre deux. Donc Johanna Messi, c'est une grande source d'inspiration, c'est une grande sage, une ancienne. Elle a près de 85 ans, elle nous a beaucoup influencé aussi à nous, Gauthier, Raphaël et moi, pour écrire la collapsosophie, le livre « Une autre fin du monde est possible ». Donc, voilà, c'est une personne essentielle dans tout ce enfin, pour les gens qui s'intéressent aux affects et pour se remettre en action, pour voir du positif dans le désastre. Et puis, sur les enfants, nous, on a écrit un petit morceau dans le livre, Une autre fin du monde est possible. Et j'ai posé la question à Jem, qu'est-ce que tu dis aux enfants? Et lui, il dit qu'il n'aborde pas ça frontalement. Il parle plutôt des injustices, de comment changer les choses, etc. Des choses beaucoup plus concrètes, parce que les enfants sont prêts vraiment à écouter. Il faut être sincère et authentique avec les enfants, et c'est ça le plus important. Et ils savent très, très bien gérer, et parfois beaucoup mieux que nous. Ils ont plus de sagesse que nous, en tout cas. Voilà, il ne faut pas s'en priver, mais c'est très échelonné. C'est-à-dire que la réponse qu'on a ou le dialogue qu'on a avec les enfants dépend de leur âge. Ce n'est pas la même chose à 8 ans qu'à 13 ans, qu'à 18 ans. Enfin, même si à 18 ans, ce n'est plus des enfants. Mais, donc, voilà, très, très brièvement, une réponse. Pablo, il y avait une question qui revenait beaucoup, apparemment, c'est sur la violence potentielle. Les gens, là, on dit souvent qu'il y a des peurs viscérales de survie qui sont éveillées par ces questions. Et on voit que d'essayer de minimiser, comme Trump vient de le faire sur le Covid, pour ne pas créer de panique, en fait, ça fait un backlash et les gens peuvent devenir extrêmement violents, justement. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Ouais, mais moi, c'était notre pari dès le début. Pour moi, il faut dire la vérité, il faut être dans l'authenticité, c'est-à-dire aligné avec ce qu'on croit. Parce qu'à partir du moment où on cache les choses aux gens, à un moment, il y a, comme tu dis, un ressac, il y a un sentiment, on nous prend pour des cons, enfin, il y a des théories du complot, il y a plein de choses qui naissent. Donc, j'ai jamais, dans ma formation politique, en fait, dans ma posture publique, j'essaye de jamais prendre les gens pour des imbéciles, au contraire, et de les former, de les outiller à ce qu'ils pensent par eux-mêmes. Donc, il faut donner un maximum d'informations, mais il faut bien le faire, un peu comme un médecin qui annonce une maladie grave. Il faut vraiment le faire avec tact et donner un maximum d'éléments pour que le patient puisse se gérer lui-même, en fait. Donc, et actuellement, il y a un grand climat de défiance des populations, mais partout. On voit avec la montée dite des populismes, j'aime pas ce mot, mais une défiance de la base contre les élites. Et c'est un climat très dangereux qui crée des boucles de rétroaction, en fait, qui crée un chaos et qui crée de plus en plus de violence. Donc, voilà. Et puis, ce qu'a découvert la collapsologie et aussi les travaux de l'Obveco, Loïc Stéphan, Pierre-Éric Sutter, Loïc Stéphan qui est aujourd'hui ici, et pas que, aussi Deep Adaptation en Angleterre, Jem Mendel, ils ont découvert que entrer dans la question des catastrophes et de l'effondrement peut certes provoquer des affects, ne provoque pas une démobilisation. Ça remobilise, certes, d'une autre manière, mais ça remet en action, ça peut changer des trajectoires de vie, ça peut donner du sens à notre vie, et ça peut nous donner de l'entrain, de la joie, de l'enthousiasme. Et ça, beaucoup de gens ne comprennent pas. On est toujours dans une sorte de réflexe, non, mais il ne faut pas faire peur aux gens. Mais les gens qui disent ça, ils infantilisent, ils prennent les gens pour des cons. C'est mon opinion. Merci. Merci. Daniel, tu as une autre question peut-être qui est arrivée? Alors, je ne vois pas Daniel. Attends. Oui, je suis là. Tu es là? J'étais en sourdine. C'est Loïc qui va nous poser la question. D'accord. Qu'il a collectée parmi les questions qui sont posées. Oui, il y a quelque chose qui revient aussi, la question de la collapsologie anticipe, ou la Deep Adaptation anticipe une espèce de simplification de la société. Et certains y voient un repli sur soi, un renoncement, une espèce d'autarcie. Gaël Giraud utilise la notion de retour intra-utérin
qu'est-ce que vous en pensez, vous? Enfin, comment, Flora, peut-être, d'abord, comment tu réagis à cette question, puis Pablo? Ouais. Justement, c'est là où je trouvais, j'aimerais bien qu'on l'entende après sur cette question-là aussi, Julien, parce que justement, il a un avis bien articulé sur cette question-là, de comment vont se recomposer aussi les forces politiques. Mais moi, justement, j'ai cette réflexion sans cesse, et on l'a aussi, puisqu'effectivement, il y a des groupes locaux de collapso, de personnes qui s'intéressent à la question de la survie autour de nous. Et toute la question, je trouve, c'est aussi comment on ne cède pas à cette question au repli. Je suis désolée, il y a des bruits parasites. Il faudrait que Nelly Servine coupe son micro, s'il te plaît, Nelly. S'il vous plaît, Daniel, Nelly. enfin, les administrateurs peuvent couper les micros. Ouais. Ouais. Je suis désolée, je suis sensible au bruit. Et effectivement, pour moi, c'est une des questions clés. Et c'est aussi là que je trouve que l'adaptation radicale et aussi l'approche, la collapsosophie de Pablo Dig, et aussi ce que partage souvent Loïc et son co-auteur, c'est en gros comment aussi on profite de ces moments d'incertitude ou de certitude que d'une manière ou d'une autre, comme on le disait en préambule avec Daniel, le système tel qu'il est aujourd'hui va s'effondrer, pour justement nouer de nouvelles manières de faire lien et de faire société. Et c'est là où je trouve l'approche de Diem est importante, c'est qu'elle, pour moi, elle place vraiment cette question-là au cœur. Une fois le constat posé, qu'est-ce qu'on fait? Et dans les choses qu'on fait, comment on les fait, avec qui? Et c'est là où cette dynamique de réconciliation, qui n'est pas juste un mot, mais qui est au contraire, qui pose une vraie question de justement avec qui on se réconcilie, avec quoi, aussi avec quelle partie de soi on se réconcilie, où justement cette question du repli, on la pose aussi au cœur. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter ce repli, justement? Pablo, et peut-être après on écoute Julien. Ouais, moi, j'ai déjà beaucoup parlé, hein. Julien. Julien, alors. Allez, go. Je suis là. Je vais en profiter pour placer des trucs que je n'ai pas pu placer tout à l'heure, quand Pablo demandait si on se voyait en vrai. Faut savoir que pour l'instant, on est à être investi dans la question de l'adaptation radicale. On n'est que quelques-uns dispersés un peu partout en Europe et au Québec. Donc, on n'avait pas trop d'occasion de se rencontrer. On avait une belle occasion de se rencontrer qui était en train d'arriver. C'était la tournée de Jem Bedel qui était prévue pour le mois de mai. Hein, vous vous souvenez, le mois de mai 2020. On avait des occasions de rencontres, de dialogues avec des organisations militantes, avec des universitaires. On devait faire du lien sur le terrain français. Et tout ça a été un peu balayé, bousculé par notre crise sanitaire, ce qui fait que voilà, maintenant on se replie sur des événements en ligne fort sympathiques, mais qui nous fait qu'on manque un petit peu la richesse et la chaleur de quand on voit les gens en vrai. Moi qui depuis un an, avec mon bâton de pèlerin, essaie de parler un peu de l'adaptation radicale, j'en profite pour des temps de rencontre collapso qui est dans mon secteur pour en parler. Hein. Il y a Marco qui est là parce que j'ai fait une présentation à Valenciennes et donc j'ai commencé à parler de ça et donc ça a intéressé du monde. Il y avait une présentation d'un petit film qui s'appelle En attendant l'effondrement, un triptyque de débats sur la collapsologie au cinéma L'Univers il y a peu de temps, et donc j'ai parlé d'adaptation radicale et j'ai pu recruter Carmen à cette occasion-là. Donc, on est bien content qu'il y ait quand même encore des possibilités de rencontres et qu'il y ait un réseau collapso déjà constitué, collapso ou décroissant ou écolo, et qu'on fait vivre la question, l'adaptation radicale là-dedans. Et l'adaptation radicale, en fait, prend là plutôt la forme d'un framework, enfin, c'est un cadre conceptuel. Ce n'est pas encore un mouvement ou une organisation ou quoi que ce soit, c'est une manière de présenter les choses, pour les penser et pour leur donner du sens. Donc pour l'instant, c'est que ça. Avec votre participation, ça deviendra peut-être autre chose. On verra s'il y a une matérialité et s'il y a des occasions de faire des trucs très spécifiques à l'adaptation radicale. L'avenir le dira.
C'est ça. Alors sinon, moi, je reviens un peu sur les questions politiques. Moi, on va dire mon cœur en fait d'activité, il est sur la question des communs. Enfin, c'est vraiment la question qui est une question pratique et politique qui m'anime. Et si je suis intéressé par la question d'effondrement et si je suis actif dans l'adaptation radicale, c'est parce que je pense que c'est un espace intéressant pour y déployer cette question-là et pour initier des gens à la question des communs, pour qu'ils voient l'intérêt et qu'ils comprennent le sens politique que ça a de faire des communs. Donc, je suis toujours très, très content de pouvoir en parler et de pouvoir échanger avec des gens qui ont ce genre de sensibilité-là. Moi, j'ai très, très peur du monde futur. Hein. Ça, je ne suis pas le seul ici. Et j'ai énormément peur des difficultés qu'on va avoir à se comprendre face au chaos qui s'annonce et de tendance à vouloir partir dans des directions unilatérales et de mener même des vies dans des directions unilatérales, que ce soit pour vouloir à tout prix être dans la simplicité ou à tout prix faire tenir le monde tel qu'on l'a connu au XXe siècle, ou pour réinventer un monde complexe où on arrive à faire du développement durable quand même. En fait, pour moi, il y a différentes options politiques qui sont sur la table, qui sont en train de se dessiner. Et l'aspect de la réconciliation est important pour ça, parce que même si on est sur des options politiques qui vont être dans des directions parfois très, très divergentes, on a intérêt à quand même essayer de continuer à faire société. On a intérêt à continuer à faire société, y compris avec des gens très différents de nous, y compris avec des gens qui sont sur d'autres options que nous. Et c'est pour ça que moi, la question du commun m'importe, parce que j'ai la conviction qu'en créant des communs, en créant des espaces de partage et de ressources qu'on vit ensemble, qu'on pratique ensemble, on peut continuer à faire du lien dans la société, même s'il y a des options très divergentes qui apparaissent. Je reprends Merci, la parole. Julien. Vas-y. Pardon. Non, vas-y. Comme Dieu. Vas-y. Non. Il y a une question que je crois que tu as reçue. Ouais, j'ai une question, mais alors elle en combine deux, ça va être compliqué, mais c'est super intéressant. Il y a la question d'Alejandro qui disait dans la chat qu'on peut dire aux habitants du pays du Sud pour encaisser ce qui peut nous tomber dessus en premier. Il y a beaucoup de négation ici, donc je pense qu'ici c'est dans le Sud, parce que le sujet est trop gros, à quel point c'est européocentré. Et ça se combine avec plusieurs questions qui sont venues sur les inégalités et de relations nord-sud, les mécanismes d'oppression qui d'ailleurs ont amené en partie cette catastrophe, ou en totalité, réparer les injustices, restaurer la justice sociale et l'équité entre les genres, les cultures, les ethnies, prend donc une place très importante. Qu'en pensez-vous? Et il y en avait une autre après, mais on va déjà commencer avec ça. On posera l'autre. Voilà. On reste là-dessus, oui. Peut-être un sujet à la fois. Allez, go. Flora ou Pablo, comme vous voulez. C'est pas de la bonne amie. Moi, rapidement, ce qui est intéressant, c'est que Jem Bendel, justement, a déjà abordé la question, parce qu'en fait, nous, depuis 2015, avec la collapsologie, on essayait d'être le plus neutre, lisse, scientifique possible pour que le discours et le mot effondrement, etc., aillent sur toutes les strates de la société, tous les secteurs d'activité, toutes les classes sociales, etc., et toutes les idéologies politiques. C'était le but. Et du coup, on nous a beaucoup reproché pendant longtemps de ne pas être assez politisé, entre guillemets. Et en particulier, même si on le dit en 2015, on ne le dit pas assez à chaque fois, que c'est lié, la question de l'effondrement est aussi présente dans d'autres cultures et avec d'autres points de vue. Et donc, il y a effectivement la question de l'extractivisme, c'est-à-dire que dans les pays du Sud, la société thermo-industrielle va piller les ressources de là-bas, en plus en détruisant les communautés locales, indigènes, etc. Donc, il y a déjà des luttes de résistance, il y a déjà ces questions de catastrophe, mais vues sous un autre angle. L'angle de la résistance, l'angle des opprimés, l'angle des colonisés. Donc, c'est la question coloniale en général qui commence à être abordée, en tout cas dans le milieu intellectuel. Je pense en particulier au bouquin de Malcolm Ferdinand au Seuil,
pour une écologie décoloniale, je crois que ça s'appelle. Voilà. Et donc, je voulais vraiment souligner que Jem a directement eu ces critiques, parce que le mouvement XR, Extinction Rebellion, a eu ces critiques en vrai en Angleterre, enfin dans l'action, et ils ont ouais, super, merci Alejandro. Et voilà, donc plein de choses à dire, mais je vais faire court si tu veux, Flora, si tu veux répondre, ou d'autres personnes. Flora, vous voulez dire un truc, non? Oui, rapidement, en fait, ce n'est pas forcément pour donner une réponse, mais c'est juste pour dire que cette question des inégalités et parfois aussi du manque de diversité, qui sont deux questions différentes, mais qui pour moi, d'une certaine manière, sont aussi liées. C'est des choses qu'on retrouve aussi bien dans la collapsologie, enfin dans les communautés collapso, que dans la communauté de l'adaptation radicale. On avait eu cette discussion d'ailleurs avec Daniel de dire, voilà, au contraire, aujourd'hui, on cherche à élargir le public qui justement s'empare de ces thématiques-là. Donc, moi, ce que je voulais aussi dire, c'est du coup, j'en profite toujours pour tendre la perche aux membres de l'équipe. Je pense que Daniel, là-dessus, tu peux avoir aussi une analyse qui peut être éclairante sur cette question des inégalités, et aussi, puisque tu vis toi-même, enfin en tout cas tu y vivais là jusqu'à il y a peu de temps, en Inde, mais dans une communauté qui est elle-même relativement privilégiée. Donc, quel regard tu portes sur cette question-là? Et puis du coup, je me disais que c'était peut-être l'occasion, l'opportunité que tu nous parles de l'expérience pratique que vous faites de l'adaptation radicale à Auroville. Alors, merci, je prends la perche, pas de problème, j'essaye de faire court. Donc, Auroville, c'est une communauté de 3000 personnes où il y a 54 nationalités. À peu près 45% des habitants sont indiens. La moitié des Indiens sont du coin, des Tamouls, et l'autre moitié de toute l'Inde. Ça fait quand même des communautés très différentes qui se mélangent dans tout, et c'est génial par certains côtés. Mais les Tamouls qui habitent à côté, les Indiens qui sont venus parfois de l'Himalaya, et les Français, Américains, Australiens et autres qui viennent de partout dans le monde, viennent pour des raisons un peu différentes, se retrouvent sur plein de trucs. Et quand on a fait le mouvement Deep Adaptation Auroville, qui existe toujours, moi j'y suis plus trop actif parce que je considère qu'en n'étant pas là, voilà, j'écoute et je regarde. On a fait ça, d'abord on a fait ça suite à des conférences sur la collapso. On était deux Français, tous les deux dans la même ferme, on s'est retrouvés à discuter des mêmes choses et on a commencé à en parler. Il y a des gens qui nous ont dit, bon, vous devriez faire des conférences, on a déprimé tout le monde et on a eu quelques soucis. Il y a des gens qui ont dit qu'on était en train d'altérer l'égrégore d'Auroville et qu'on allait vraiment faire des problèmes et en avoir éventuellement. Et du coup, quand l'adaptation radicale est arrivée dans le cadre et qu'on a commencé à en parler au sein d'un café collapso, en fait, on faisait des cafés collapso. On a vu ce qu'a mentionné Pablo, c'est que les gens voyaient ça très différemment. Peut-être en partie par déni. Hein. Moi, je n'exclus pas qu'il y ait une part de déni dans le fait de dire « Ah, au moins là, ils ont envisagé la suite, je peux y aller ». Alors que la collapso, ça parle d'abord de la collapso. Et du coup, comme il y a plein de gens qui ne veulent pas trop s'éterniser, oui, on sait que ça va s'effondrer, on le sait depuis longtemps, parlons de la suite. Ça, pour moi, c'est du déni. Je ne suis pas psy, mais ça y ressemble bien en tout cas. Bref. Ça a très très bien marché, beaucoup mieux, dans le sens que l'énergie était différente, et ça, moi, ça m'a donné confiance. Donc, on a renommé le groupe, qui s'appelait Collapso Auroville, en Deep Adaptation Auroville. Et les Aurovilliens étant très pratiques, voulaient tout de suite faire, eux, des choses à Auroville. Alors, ce qui était intéressant à Auroville, c'est que c'est la taille d'un petit village, quelque part, et qu'on était déjà... on était une centaine dans Auroville, donc on était plus que ce qu'on est là à La Réunion. Aurovilliens vivant sur place à faire de l'adaptation radicale. Par contre, malheureusement, il y avait, les Indiens se comptaient sur les doigts de 2 mains ou de 3. Et on était excessivement biaisé du côté européen étranger.
Donc, on avait quelque part quand même les mêmes problèmes, sauf que nos problèmes pratiques, c'était des problèmes de l'Inde, effectivement, puisqu'on vit en Inde. Donc, un des trucs qui est venu tout de suite, mais c'est tout bête, c'était l'eau. La prochaine crise probable à Auroville, comme dans pas mal d'endroits d'Inde, mais vraiment très, très rapide, hein, quelques années, c'est un manque d'eau. Donc ça, l'adaptation radicale a commencé à s'appliquer très clairement en disant comment on peut faire en tant que petite communauté pour dire on ne va pas juste puiser et puis approfondir les puits jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de flotte. Comment on pense avec 3 coups d'avance, quoi. Comment on va dans de l'adaptation radicale au lieu de la mitigation, utiliser un peu moins d'eau, parler de l'eau dans les écoles, etc. Donc il y avait des trucs très pratiques comme ça qui se sont mis en place. Quand moi je suis parti, c'était le début du Covid et je vais m'arrêter là, les gens d'adaptation radicale se sont révélés les premiers à réagir en fait. Alors on a presque été les premiers complets, c'est-à-dire à carrément faire une déclaration politique sur il y a le Covid qui arrive, dans 3 semaines il y en aura tant, l'Inde ça va être comme ça, etc. Puis finalement on s'est quand même fait doubler par les institutions d'Auroville qui ont sorti un communiqué à temps. Mais après les gens qui se sont mis à ramener des bouteilles de gaz aux gens qui ne pouvaient plus sortir de chez eux, à transporter des sacs de bouffe sur des motos, etc., c'était les gens du groupe Adaptation Radicale. Donc on a vu qu'en ayant juste réfléchi à ça pendant même pas un an, ils étaient déjà beaucoup plus prêts et avec un énorme enthousiasme. En fait, le Covid a fait une pub énorme à l'adaptation radicale à Auroville. C'était un coup de projecteur excellent et les gens se sont réunis sur ces activités. Voilà, c'est un peu ce que je peux dire sur ce qui est arrivé à Auroville pour l'instant. Pardon, oui, dernière chose, ce que je trouvais chouette aussi dans le témoignage que tu m'as apporté, c'était la manière, je reviens sur ce qu'on disait de la praxis, c'était la manière dont l'adaptation radicale dans le fruit de vos, enfin dans le flux de vos discussions répétées, de vos groupes de parole et tout ça, avait justement avait facilité le passage à l'action avec une idée que moi j'ai retenue, que j'ai trouvée intéressante, de dire justement, contrairement à d'autres situations dans lesquelles on peut se retrouver, on sait qu'on partage avec un groupe un constat de départ qui n'est pas forcément réjouissant et qu'on n'a pas besoin d'avoir l'ensemble de la solution, entre guillemets, pour agir et pour faire des choses de manière concrète. Et c'est ça que j'avais trouvé aussi intéressant dans ce que tu me partageais aussi dans l'exemple de Findhorn en Écosse, c'est que en fait, ça permet cette mise en action qui est absolument nécessaire si on veut justement dépasser le constat et le coup de bambou sur la tête, quoi. Exactement. Et alors, je rebondis encore une fois, mais encore plus court. En fait, j'ai oublié de le dire, mais c'est quand même intéressant, ces 2 communautés, donc Findhorn et Auroville, nous, on s'est carrément inspiré de Findhorn. En fait, j'ai passé le papier de Jem Bendel à un gars qui est un des fondateurs de Findhorn. Il a découvert le papier dans un vol vers Findhorn. Et il a contacté des copains de Findhorn et ils y sont mis dans la semaine. Ils ont fait genre, lisez l'article et on se retrouve dans une semaine. Et 2 semaines après, ils constituaient un groupe nourriture, un groupe énergie, un groupe eau. Enfin, ils étaient partis comme des fous. En fait, ils avaient déjà des groupes là-dessus et ils les ont juste réadaptés à l'adaptation radicale. Et ils se sont posé la question des 4 R. Et nous, on a fait ça après avec 50 personnes à Auroville. Et c'est quand même un outil super intéressant en groupe, c'est-à-dire on se met en groupe et on dit alors à quoi on peut renoncer, à quoi on devrait renoncer, pas à l'échelle du monde, à l'échelle de la communauté. Qu'est-ce qu'on devrait ramener à Auroville, par exemple? Il y a un moment où il y avait pas mal d'échanges dans Auroville, vu que ce n'est pas énorme, qui se faisaient en char à bœuf. Parce que Auroville, ça a commencé en 70 et qu'en Inde, en 70, il y avait des chars à bœuf. Et donc, on pouvait restaurer les chars à bœuf pour plein de transports d'Auroville. Et bon, c'est une anecdote, mais c'était rigolo. Et donc, en appliquant juste les 4 R dans une discussion de groupe en mode World Café, on peut arriver à des trucs très, très rapidement. Mais alors, c'est dans des communautés. Je vois que Pablo a demandé la parole. Donc, non, c'est juste pour dire, c'est hyper intéressant, Findhorn et Auroville. Mais j'ai l'impression que ça marche quand c'est des communautés, c'est déjà en place. Et quand on est tout seul dans une ville avec de l'anonymat autour, sans ce lien communautaire, je me demande comment ça peut se déclencher. Tu vois, je ne sais pas si c'est n'importe quoi ce que je dis ou s'il y a vraiment un déclic, si ça va plus vite parce qu'il y a déjà du lien communautaire. Tu vois ce que je veux dire, Daniel? Ouais, il faut que j'arrête de parler après, hein, mais, parce qu'il y a plein de gens qui veulent parler. Mais
il y avait les deux. Oui. Il y avait les deux, juste là-dessus. En même temps, il y avait déjà du lien, donc il y avait des choses faciles à faire. Et en même temps, en réfléchissant sur les 4 R, le plus gros groupe qui s'est constitué à Auroville, c'était un groupe autour de prendre soin les uns des autres, se réécouter, refaire des trucs ensemble. Il y a plein de vieux Aurovilliens qui ont dit « Mais oui, ces machins qu'on faisait quand on n'avait rien et qu'on était en train de bouffer du riz sur une terre déserte il y a 50 ans, il faut recommencer. » Et il y avait pas mal de joie dans ce truc-là. Et le groupe, sincèrement, sur 50 personnes, il y en avait peut-être 25 qui étaient que dans la partie psycho, prendre soin, communautaire, rétablir les liens, etc. Alors qu'on est dans une communauté. Et je passe la parole à Emmanuel. Alors, il y avait plusieurs questions qui sont encore en suspens. Il y a une question qui est revenue beaucoup, c'était sur la convergence entre les mouvements comme Adaptation radicale, Extinction Rébellion, le mouvement de la collapso, bien sûr, le mouvement de la transition de Rob Hopkins, le mouvement des colibris, le mouvement des écolio-oasis. Ils ont tous des points communs, ils ont des divergences. Les points communs, c'est justement de trouver des nouveaux modes de vie et des nouvelles valeurs, des nouveaux systèmes de gouvernance parfois, et puis il y a des différences. Est-ce que vous voulez répondre là-dessus, Pablo, Flora? Flora. Ouais, rapidement, et puis effectivement, je pense que Pablo a des choses intéressantes à nous dire là-dessus, mais moi, ce que je voulais dire, et ça boucle avec ce qu'on vient de finir sur la question d'avant, c'est que pour moi, la convergence des luttes, d'une certaine manière, le fait d'allier les causes, le fait de faire se rencontrer les réseaux, de les faire converger, etc., c'est aussi rendu possible par des séances comme ce soir, par les outils numériques. Et justement, même si évidemment ça ne remplace pas les groupes communautaires et locaux, je pense que ça peut initier des dynamiques justement pour des gens qui sont à des endroits où il n'y en a pas. En tout cas, moi, c'est ce que j'observe là avec le développement du groupe sur l'adaptation radicale, mais je l'ai observé sur d'autres sujets. Moi, si je prends justement cet exemple-là de l'adaptation radicale, j'y suis venue aussi, parce que j'ai découvert l'article de Jem, mais aussi parce que depuis un certain temps, je suis Julien, parce que je fais confiance à sa veille et à la manière dont lui recoupe et suit les informations, et où je sais que d'une certaine manière, ce travail-là est gage pour moi de qualité, et où je vais me dire, tiens, là, moi qui cherche des réponses, il y a une piste à aller creuser, et j'en parle autour de moi. Maintenant, je fais, c'est une des choses dont j'avais envie juste de dire un mot très rapide, c'est qu'aujourd'hui, quand je fais des cours de design en permaculture et que j'ai une journée, au moins une session sur la permaculture humaine, je parle de l'adaptation radicale. Et j'en parle quasiment dans tous les stages que je fais, les stages longs où on a vraiment le temps de le faire, où justement j'amène en fait un genre de perma humaine effondrée, c'est-à-dire je dépasse le truc des principes de la perma qui est déjà hyper important, mais pour dire ok, aujourd'hui on est dans une situation où l'effondrement est en train d'arriver et arrivera, et où cet outil-là il est utile. Donc pour moi, il y a convergence aussi à ces endroits-là, et on peut faire parler de l'adaptation radicale et planter cette graine-là chez d'autres gens par des discussions comme celle-là, mais aussi dans d'autres endroits, dans d'autres circonstances. Je ne sais pas si je suis claire, mais je vais m'arrêter là. Merci. Est-ce que Pablo veut réagir sur la convergence entre les mouvements, ce qui peut être fait? Ouais, c'est un énorme débat, il y a plein de choses à dire, mais rapidement, ce qui me paraît important à dire, c'est de revenir toujours à ce qui peut aider, c'est revenir à ce que disait Johanna Messier quand elle dit quand on veut passer à l'action, faut à la fois lutter, donc il y a la vie à défendre, il faut s'organiser et vraiment s'opposer, défendre, enfin voilà, c'est de la résistance. Et il y a à la fois la construction positive d'alternatives, qu'on pourrait dire résilient, mais vers autre chose, un monde nouveau. Il ne faut jamais faire l'un sans l'autre, en fait, et l'un se nourrit de l'autre. Et il ne faut pas les opposer, comme on fait souvent en France. Voilà, politiser les choses, ce n'est pas seulement foutre sur la gueule aux flics, quoi.
C'est pas seulement ça. C'est pas seulement cliver des groupes politiques ou voter pour un tel et pas un tel, etc. Et donc, il y a un effort à faire pour faire converger. Mais la convergence des luttes, c'est un truc super bateau. Comment dire, c'est compliqué, ça n'arrivera jamais en fait. Il faut penser en même temps sur le local et le global, enfin à tous les niveaux, c'est hyper compliqué. Mais donc bref, il faut de la résilience et de la résistance. Et là, il y a comment dire, on est tous dans le même bateau, c'est-à-dire qu'on est tous sur la même terre, la même planète, on est tous dans la merde, et certains plus que d'autres, et du coup, certains ont plus de responsabilités que d'autres. Et donc, il y a effectivement des trahisons, il y a des crimes, et il y a de la justice à aller chercher. Il y a un sentiment d'injustice qui est extrêmement toxique actuellement, qui empêche la cohésion sociale et le commun, pour reprendre les mots de Julien. Et donc, il y a des luttes politiques, voilà. Et actuellement, il y en a plein, hein, depuis le confinement, il y a eu beaucoup d'appels à fédérer, à dessiner le monde d'après, mais aussi à lutter contre ce qui empêche le monde d'après et ce qui détruit la planète. Donc voilà, c'est toujours essayer de ne pas cliver et de rassembler, mais en même temps de ne pas faire un truc tout mou où tout le monde est gentil. Ce n'est pas ça non plus la politique. Bon, on pourrait s'étendre des heures, mais faisons tourner la parole. Merci. Il y avait une autre question qui est revenue beaucoup, c'était sur le dialogue, et dans le chat pas mal, sur le dialogue avec les autres. Donc quand les gens c'est toujours cette idée de clivage, mais quand les autres sont pas prêts à entendre certaines choses, il y a on voulait demander donc à vous Pablo, et puis à Charline aussi d'en parler. Moi j'ai une approche aussi sur l'éco-dialogue qui pourrait être intéressante. Peut-être qu'on peut commencer par toi, Pablo. Il faut qu'on fasse d'abord une petite mise au point parce qu'il est 19h58. Oui. Est-ce que Pablo et Flora, vous êtes encore là pour un petit moment ou pas? Est-ce que vous devez partir? Je veux dire, est-ce qu'on peut dépasser, est-ce qu'on s'autorise à dépasser? Yes. Et d'à peu près combien? Ouais, de quelques minutes. Mais j'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé. C'est une des formations. Non, mais là, c'était une question générale. En fait, Pablo, c'est toi l'invité. Ah, d'accord. Mais toi aussi, Flora. Mais moi aussi, mais je veux dire, c'est normal qu'on ait un peu beaucoup parlé. En fait, on est un peu là pour ça, et du coup, on n'aime pas trop ça. Oui, mais c'est modérément. On a aussi beaucoup parlé parce qu'on ne voulait pas que ça soit un événement que la parole tourne. Voilà, on a des superstars ici. C'est génial de Non, mais ça va, tu n'as pas parlé tout le temps, Pablo. Moi, en revanche, je ne vais pas pouvoir rester beaucoup plus que 5 minutes. Mais je sais que dans les questions, il y a la famille, les proches et en même temps les autres. Enfin, en gros, globalement. Laisser personne de côté, là, je vois. Voilà. Et il y avait aussi le CNNR, où là, effectivement, je crois que Pablo aura des choses intéressantes. Moi, j'avais une question à rajouter sur le CNNR. Il a des infos aussi, mais bon, il disait que la réunion, c'était demain. Donc, voilà. Mais. Enfin, en tout cas, moi, je pars dans pas plus de 5 minutes et je serais contente pour vous si vous continuez. Mais dis en quelques secondes comment tu fais pour pas te fâcher avec tes proches qui n'y croient pas, qui s'en foutent des catastrophes et qui veulent juste de la croissance. Je ne sais pas si du coup je suis représentative là-dessus. C'est que j'ai. Non, juste ton expérience. Justement, c'est ça que j'allais dire. C'est que mon expérience, c'est que mes proches. Si, en fait, c'est que j'ai, de par ma situation et du mode de vie que j'ai maintenant, j'ai plus vraiment de gens autour de moi dans ma vie quotidienne qui partagent pas ces questionnements d'une manière ou d'une autre. Et en revanche, ce que moi, je voudrais partager, comment dire, à petite échelle, c'est que ce que je sens, c'est que c'est par l'exemple de trucs très concrets que je vois bouger les gens autour de moi. C'est pas dans les grands débats, c'est pas à coups de chiffres assommants ou de courbes. Là, on est en train de regarder en perma les écarts qu'il y a entre il y a 10 ans et aujourd'hui, en pluviométrie, en température et tout. On a juste envie tous
de changer de sujet. Et l'impression que j'ai avec mes proches qui jusque-là n'étaient pas sensibles à ces questions, c'est de me voir, moi, bouger sur des micro-trucs au quotidien, sur des micro-trucs qui ne sont pas que micro, parce que j'ai quand même sacrément changé de vie. J'ai quitté la ville pour la campagne, je suis en train de transformer mon activité professionnelle. Et c'est vraiment, pour moi, il y a un truc d'exemplarité à petite échelle. C'est-à-dire, c'est pas... de se poser en exemple, c'est au contraire de voir comment au quotidien, par des choix, des réflexions, des trucs très concrets, pratiques, on peut poser au centre des divergences, des incompréhensions, voilà. Mais effectivement, c'est pour ça que je dis que c'est peut-être pas représentatif d'une majorité, c'est que pour le coup, je suis surtout avec des gens qui sont sensibilisés, qui parfois sont dans le déni de la gravité, d'une certaine manière, de la situation, mais qui s'intéressent à ces questions-là, qui se questionnent beaucoup. Là, il y a 20 stagiaires dans le non-respect dans le respect des gestes barrières. Et ils sont tous dans cette quête et ils ont tous cette sensibilité-là très forte de comment on fait changer aussi. Il y a ces exemples-là, il y en a beaucoup qui rentrent dans leur famille après avoir vécu quelque chose de très fort ici autour de ces questions-là. On commence par le constat d'effondrement le premier jour et c'est justement des questions qui sont hyper présentes dans leur vie de comment est-ce que j'amène d'une manière qui ne soit pas violente ce constat et des envies d'agir que je ressens très fortes, mais qui sont aussi pas toujours conciliables avec là où en sont les autres membres de la famille. Ouais. Pablo, tu as réagi, j'ai vu sur le chat, si tu veux résumer ça en une ou deux phrases. Oui, je suis d'accord, mais ajouter aussi qu'il y a des gens qui ne réagissent pas avec la pratique. Il y a des gens qui sont très théoriques aussi. Enfin, il y a de tout, hein. C'est comme on disait tout à l'heure, Loïc qui peut aussi parler de ça. Et il y a des gens, ils ont besoin d'agir pour comprendre et d'autres qui ont besoin de comprendre pour agir. Et moi, j'ai arrêté d'essayer de convaincre les gens. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que le temps fait bien les choses. Joue pour nous. C'est-à-dire que chacun a son rythme. Tu vois, depuis 2015, j'en ai fait des conversations de bistrot, dans les restos, enfin, avec les amis et tout. Et en fait, tu ne peux pas convaincre quelqu'un en une demi-heure, en 2 minutes. C'est quelque chose qui prend des mois, qui chez moi a pris des semaines, des mois, beaucoup de lectures, beaucoup. Et donc, moi, comment dire, il y a un truc intéressant, une anecdote, c'est que les gens savaient que j'écrivais publiquement. Ils connaissaient mon discours, ils connaissaient les questions des catastrophes, mais ils n'y croyaient pas. Il y a Flora qui s'en va, juste une seconde. Salut Flora, bonne soirée. Bisous Flora, merci beaucoup. Et du coup, ils ne croyaient pas sur le fond. Mais en fait, comme ils m'ont vu à la radio ou à la télé, alors ils ont cru au discours. Mais ce n'est pas parce que je leur ai parlé, c'est parce qu'ils l'ont vu. Et c'est parce que d'autres croient à ce que tu dis. Ah, d'accord, alors moi aussi, je vais y croire. Il y a un effet de panurge. Il y a un effet de je ne veux pas être seul avec ces idées. Ça, c'est vachement important. Donc, il y a plein de biais comme ça, psychologiques de partout. Et en fait, ça prend du temps, quoi. Ça prend des mois. Mais je vois que, comment dire, il y a des effets de bascule, aussi bien des catastrophes, mais il y a des effets de bascule positifs. C'est-à-dire qu'il y a des effets boule de neige qui font que là, plein de gens y croient. Et pour moi, l'été 2018, la démission de Nicolas Hulot a été un déclic fondamental en France. Et parce qu'il y a eu le rapport du GIEC, il y a eu une sécheresse, il y a eu plein de choses qui fait que beaucoup de gens… Maintenant, c'est un secret de polichinelle, c'est ce que disait dans le chat, c'est que 2/3 des Français pensent qu'ils vont vivre la fin du monde, la fin de leur monde, dont 20% des Français, 1 sur 5, pensent que c'est avant 2030. C'est vraiment pas du tout une petite secte d'illuminés de 15 personnes qui croient ça. C'est vraiment c'est les résultats des analyses d'un sondage IFOP. Ah non, non, c'est un sondage IFOP en France, mais aussi en Angleterre, en Italie, en Allemagne et en Espagne, je crois. Et donc, voilà, et tout le monde en parle, c'est vraiment, il n'y a aucun souci. Alors, peu à peu, on se convertit, soit on parle de l'alimentation, il y a des déclics qui se font par la philosophie, d'autres par la psychologie, d'autres en pleurant un bon coup, d'autres en allant dans la rue. Mais ce qui est commun à tout, c'est qu'on retrouve la puissance d'agir. C'est ça qui nous remet en selle et qui nous permet d'être OK avec les catastrophes. C'est la puissance de la joie.
retrouver la joie d'une manif, le frisson d'être ensemble, d'agir ensemble, retrouver la joie de faire un potager ensemble, retrouver la joie de partager un livre. C'est ce que Spinoza a appelé la joie, c'est la capacité d'agir, d'augmenter sa puissance. Et c'est grâce à contact de la joie qu'on peut se maintenir dans les mauvaises nouvelles, c'est-à-dire traverser ce siècle de tempête. Ça sonne presque comme une conclusion, ça. Si je puis me permettre, je voudrais juste ajouter une petite chose sur le dialogue avec les autres, c'est qu'il y a une chose très importante, c'est aussi de comprendre leur propre souffrance. S'ils sont dans le déni, s'ils ne veulent pas voir certaines choses, c'est parce que quelque part ils souffrent. Et donc dans l'éco-dialogue, on va vraiment essayer de comprendre ça, comprendre pourquoi l'autre souffre, et ça permet de débloquer beaucoup de nœuds, beaucoup de clivages, quand on comprend quand l'autre a une vraie souffrance, quand c'est un agriculteur qui ne peut plus arroser son champ, ben, c'est vraiment là qu'on peut avancer en se mettant à sa place aussi. Vous comprendrez beaucoup de choses en lisant ce livre. Oui, de Loïc. N'ayez pas peur du collapse. Oui, excellent livre de Loïc. Et moi, en continuant ma fonction de psy, qui n'en est pas un du tout, je crois savoir, et tapez-moi si ce n'est pas vrai, non, tapez-moi pas, mais que dans la volonté de convaincre ses proches, il y a aussi une volonté de se convaincre soi-même d'un truc auquel on n'ose pas encore vraiment croire, ou qu'on commence à croire, mais on se demande si on est fou. Enfin, souvent, il y a un truc un petit peu bizarre chez soi-même de cette volonté de missionnaire. Ou il faut vite que je convainque toute ma famille, tous les gens qui comptent pour moi, etc. Parce que si je ne les convainc pas et comme je les estime, peut-être que c'est moi qui ai tort, en fait. Ou je ne suis pas sûr d'avoir raison. Donc, il y a une volonté de se prouver à soi-même quelque chose. On ne veut pas rester seul, en fait. ou de confirmer un truc dont on n'est pas certain. Et donc, en fait, ce n'est pas vraiment de l'altruisme pour les autres à 100% forcément. Quoi. Donc, il y a un petit truc à internaliser, à réviser en soi, je crois, dans cette volonté de convaincre qui revient énormément sur le changement climatique, etc. Donc, depuis très longtemps avant la collapso. Je crois qu'il y a Loïc Stéphane qui nous avait préparé une espèce de synthèse des questions ou de récap. Alors, il y a Grégory Poinçonnet qui faisait une bonne remarque. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez aller remplir votre pire excuse pour n'avoir rien fait. Ça sera une façon de soigner votre déni. En fait, nous, mais juste un élément, nous, ce qu'on observe, c'est qu'il faut multiplier les angles d'approche, ce que nous, on appelle les occasions de conversion du regard. La dernière fois, j'ai un ami, il a réussi à faire une conversion de regard sur ces questions en faisant observer les étoiles. Ça paraît bête, mais rien n'avait marché. Ce jour-là, ça a fonctionné. Et en fait, on ne maîtrise pas ce qui va fonctionner chez l'autre. Et on a tendance à vouloir toujours privilégier ce que nous, on privilégie. Si on est intellectuel, on va privilégier les courbes. Si on est émotif, on va privilégier l'émotion. Et il faut accepter que les gens aient des registres qui soient très différents des nôtres. Après, il y a une question qu'on n'a pas traitée et qui revient assez régulièrement. C'était la question de l'autonomie alimentaire. Il a été pas mal question du livre de Linou sur l'autonomie alimentaire, sur ces questions d'autonomie. Et dans les pratiques, ça revient énormément chez les gens qui sont soit dans la collapsologie, soit dans l'adaptation profonde, cette question de l'autonomie alimentaire et le rapport avec un territoire. Est-ce que vous pourriez répondre rapidement là-dessus? Et il ne reste que Pablo pour répondre. Tu connais la question. L'alimentation, c'est vraiment un angle majeur d'entrée. Enfin, c'est une porte d'entrée majeure parce que ça nous concerne tous et c'est déclencheur de chaos. Et en même temps, on peut rapidement passer à l'action. On peut aller aller voir ses élus locaux, régionaux ou même voilà. Et il y a l'association SOS Maire créée par Alexandre Boisson qui fait beaucoup de travail pour informer les élus, les maires. MAIRES, évidemment, pour aller faire des potagers collectifs. Enfin, je ne vais pas détailler là. Et puis, il y a le travail de Stéphane Linou, qui, lui, est allé voir toutes les instances régaliennes de l'État, donc la police, l'armée, la sécurité civile, etc., pour savoir comment est-ce qu'ils géraient la sécurité alimentaire. Parce qu'en fait, la sécurité, le thème de la sécurité, depuis quelques décennies, ils ont sorti l'alimentation, c'est-à-dire que
la sécurité alimentaire qui, pendant des siècles, était un sujet majeur pour l'État, parce que si les gens n'avaient rien à bouffer, c'était la révolution, eh ben, elle n'est plus considérée par les militaires, par la sécurité civile. C'est-à-dire que tout le monde s'en fout. Et ce qu'a montré Stéphane Linou, c'est que tous les services de l'État pensaient que c'était les autres services qui s'en occupaient. Et en fait, il n'y a personne qui s'en occupe de sécuriser les terres arables, de faire des stocks stratégiques, etc. Donc, c'est vraiment une porte majeure pour la question de la résilience et des catastrophes, qui sert aussi bien aux élus, au local ou au global, aux gens qui sont à fond dans les questions sécuritaires, les fonctions régaliennes de l'État, mais aussi pour le petit potager de quartier, voilà, pour plein de choses. Et on l'a vu avec la pandémie, à quel point les chaînes d'approvisionnement sont fragiles et comment les chocs globaux peuvent être tamponnés par des réseaux locaux. Et inversement, les chocs locaux peuvent être tamponnés par des réseaux globaux. Mais bon, il faut plutôt insister maintenant sur le local. Bref, en tout cas, la sécurité alimentaire, c'est une porte d'entrée majeure si vous voulez parler des catastrophes avec les gens. Il y a plein de gens qui commencent à s'en aller, j'ai l'impression. Ouais, on est encore 43. On a fait un pic à 57 quelque part dans l'heure. Moi, je trouvais que c'était super. Je pense qu'il vaut mieux conclure. Là, il est 20h12. Ouais, on va conclure. Là, je ne sais pas si tu as une conclusion globale ou si on se dit juste que c'était génial. Moi, j'aimerais que vous concluiez. Vous, c'est le groupe Adaptation Radicale. En gros, comment on fait pour s'inscrire? Comment on vous rejoint? Combien ça coûte? C'est cher, ça. hein. C'est cher. Ah ouais, est-ce qu'on doit refiler 10% de notre salaire Adaptation Radicale? À toi, Daniel. Non, en fait, lisez ce livre et puis comment on résout, comment on fait partie du réseau Adaptation Radicale. Peut-être qu'on peut conclure là-dessus. Ouais, c'est ce que je pensais pour conclure. On se retrouve, la petite équipe qui a été présentée au début. Je pense que Julien, qui réapparaît à l'écran et qui a géré toute la technique, et on fait comme à la fin des émissions radio, merci à la technique, Julien à la régie. Et merci à Pablo et à Flora. Ouais, aussi, ouais, ceux qui sont intervenus. Flora est partie. D'être venus nous voir. Merci à tous. Julien, dont je disais, va remettre les liens dans le chat. En particulier, il y a une réunion donc tous les mercredis à 14h. Elle dure 1 heure, pas comme celle-là, exactement 1 heure ou à 5 minutes près. Donc 14-15 heures tous les mercredis. Et pour le Québec, Cédric arrive même à nous joindre. C'est le matin pour lui, mais ça va. Donc ça, c'est ouvert à tous. C'est gratuit, comme le disait Pablo, pour l'instant. Et après, il y a plein d'endroits où nous rejoindre. Il y a le groupe Facebook. Je dis ceux qui sont faciles à dire à l'oral. Il y a le groupe Facebook Adaptation Radicale, tout simple. On n'est pas des super fans de Facebook, mais c'est encore un endroit facile pour se retrouver. Et par exemple, cet événement était en particulier annoncé sur Facebook. Et Julien, tu es capable de remettre les liens là dans le chat avant qu'on coupe? Ouais, alors je pense que c'est pas très utile de remettre les liens parce que de toute façon, on va faire un paquet global. On a oui, tu as les emails, toi. Oui. On a les emails de tout le monde, on a même quelques numéros de téléphone. Donc, merci à toutes et toutes d'avoir joué le jeu et d'avoir fait l'inscription. Du coup, on va pouvoir faire un petit document détaillé en reprenant les différents documents, en reprenant les liens pour nous rejoindre, en expliquant un petit peu les différentes démarches. On essaie d'avoir une régularité, donc effectivement, d'avoir au moins quelque chose qui se passe toutes les semaines, pour quel que soit le format. Et là, on est très heureux, je pense, là, je parlais pour tout le monde, de vous avoir rencontré, que vous soyez venus écouter Flora, écouter Pablo et nous rencontrer. Même si moi, j'ai toujours un peu une frustration en sortant de ces moments où il y a beaucoup de monde, c'est que on n'a généralement pas le temps de creuser un peu dans les mécanismes spécifiques de l'adaptation radicale, de ce que ça veut dire, les 4 R ou les différentes valeurs, enfin creuser un petit peu la technicité. Et moi, j'ai un peu le côté geek où j'aime bien qu'on creuse un peu au-delà de l'expérience personnelle, ce que ça peut vouloir dire précisément le concept et le travailler. Et si ça vous intéresse, lisez le livre, achetez le livre déjà pour commencer.
Lisez le dossier sur Yggdrasil. Voilà, lisez le dossier sur Yggdrasil et on se reverra et on pourra creuser un petit peu les questions un peu plus précisément là pour le coup, si ça vous intéresse, de voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut en déduire en termes de méthodologie, en termes de ce qui existe déjà en France ou au Québec ou en Suisse ou en Belgique, pour à quoi se connecter pour trouver les bonnes connexions et quoi faire comme événement. Enfin, moi, j'avais fait un petit sondage pour savoir ce que les gens attendaient. Il y a des gens qui attendent quand même un dialogue direct avec Jane Beddel, mais Jane Beddel ne parle pas français. Du coup, il y aura peut-être dans le futur un petit événement franco-anglais avec un dispositif de traduction à imaginer pour qu'on puisse avoir un échange peut-être un peu plus fouillé avec des gens qui sont déjà dans le domaine de la prospective ou dans le domaine de l'opérationnalité sur différents aspects et organiser un peu, en termes de dialogue franco-anglais, organiser une visio en ce sens-là. En tout cas, ça fait partie des choses qui m'intéresseraient de faire. Voilà, sinon Marco, Emmanuel, Daniel, Carmen, Cédric, Loïc. Je crois qu'on ne va pas pouvoir tous parler, sinon ça va être trop long. Hein. On dit juste au revoir là. Quelques mots, ou rien. Moi, je veux juste dire, vous n'êtes pas tout seul. Si vous avez lu les bouquins et qu'il y a un flot d'émotions difficiles à gérer, et il y a des endroits où partager tout ça pour arriver à passer au travers. Et comme dit Pablo, on y passe plusieurs fois. C'est un cycle et on y revient. Et voilà. Donc, peut-être un mot de Xavier, non? Qui voulait parler tout à l'heure et qui... Oui, Xavier qui n'a pas pu se présenter. C'est super, ça fait beaucoup merci beaucoup et ça donne beaucoup d'enthousiasme de vous entendre tous. Et c'est sûr que moi, je me disais, mais comment dans cette transformation du monde, comment ne laisser personne de côté? Et je dois vous dire que là, pendant cette conversation même, j'étais assez bouleversé parce qu'il y a un groupe de familles que je connais qui sont le long de la 86 et qui vont être expulsés demain matin par la police et repartir sur les routes. Et donc, c'est ça qu'il faut absolument changer tout de suite, c'est que vivre ce changement, ce bouleversement avec ceux qui sont déjà dans la galère et qui sont des experts de l'imprévisible, qui sont des experts des situations où on ne sait pas comment avancer. Voilà. Merci et bonne soirée à vous tous. Merci à tous. Pablo, merci d'être resté aussi longtemps. Bis. Merci à toutes et tous. Oui, bon courage et joyeux effondrement. À bientôt. Et à la prochaine. À bientôt. Au revoir. Merci, à Daniel. tous. Merci beaucoup. Salut, salut. Merci Emmanuel. Salut, Julien, c'est toi qui coupes? Ouais, bon, je peux décréter la fin de manière unilatérale. Hein. Bah oui, c'est plus simple. Allez, ciao. Salut. Salut à tous.